la Tunisie, elle, est sur un modèle protectoral. Donc le protectorat, c'est comme si c'était deux États associés. On laisse aux autorités locales la responsabilité des affaires intérieures, et la France, en tout cas la puissance tutrice, va s'occuper des grandes affaires importantes, la défense, la diplomatie, la monnaie, etc., etc. Sauf que ce modèle-là a dérivé au fur et à mesure et est devenu quelque chose... Finalement, la France dirige la Tunisie un peu comme une colonie basique. Mitterrand, en 1952, il sait qu'il y a des mouvements de contestation très forts en Tunisie. Il dit, en fait, on ne va pas pouvoir tenir. Donc, il faut qu'on réforme très vite, assez fort, et qu'on revienne au système du protectorat d'origine. En l'occurrence, on va effectivement rendre aux Tunisiens toute une série de prérogatives d'affaires intérieures. De sorte que, en leur laissant ça, on va couper l'herbe sous le pied à ceux qui demandent plus. François Mitterrand est quelqu'un qui, et je pense que c'est très intéressant d'un point de vue beaucoup plus large que ce sujet, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup à ce que c'est que la réforme. À quoi ça sert de réformer un système ? On pourrait penser que la réforme a pour but de mettre fin à un système, mettre fin à une injustice. Mais elle peut aussi avoir pour but de prolonger cette injustice. On change la forme, on réforme, on change la forme pour que le fond reste. Et donc, sur le modèle tunisien, et le rapport, il est inédit, je l'ai trouvé aux archives, je crois que personne ne l'avait jamais consulté. 56 pages ou 57 pages, où il décrit ce qu'il pense devoir être le nouveau modèle des relations franco-tunisiennes. Et là-dedans, il élabore une théorie de la réforme coloniale. Il dit, comme la France est contestée en Tunisie, il faut absolument qu'on réforme. Mais non seulement qu'on réforme, mais qu'on réforme plus que ce que la plupart des Tunisiens demandent. De sorte qu'on va couper l'herbe sous le pied, préventivement, à des revendications plus radicales. Et ce qui va permettre par ailleurs de diviser le camp nationaliste tunisien. Et il le dit, noir sur blanc, ceux qui accepteront les réformes qu'on va leur octroyer vont être dans notre camp, on va les protéger. Ceux qui les refuseront, on va les châtier. Donc, il a une réflexion très intéressante sur ce que c'est que la réforme et son articulation avec la répression. Pour lui, et il le dit là encore, noir sur blanc, la réforme ne va pas sans la répression et la répression ne va pas sans la réforme. En gros, on va les faire marcher droit avec la carotte et le bâton. Et par ailleurs, on va donc réformer en amont, en position de force en fait. Mais on va donner la réforme comme un cadeau, on va pas subir, plutôt que de la subir comme un aveu. Et c'est très intelligent, c'est vraiment hyper intelligent. Et je dis tout ça parce que c'est là-dessus qu'il va ensuite dire j'ai dit que, vous voyez, comme j'étais généreux, etc. Il se fera passer pour un libéral contre les colons. Parce que son raisonnement est assez subtil et que personne n'y est allé voir de près. Du coup, lui-même et les historiens à sa suite et ses biographes à sa suite vont tous tomber dans le panneau et dire oh là là, quel libéral formidable, il a voulu changer le système dans une optique très progressiste. Mais pas du tout. C'est ça que je montre dans le livre en fait.